Alors, dernière partie de ce chapitre T1 de thermodynamique. Donc, on va parler maintenant d'énergie interne, puisque la thermodynamique, c'est la science de l'étude des transferts d'énergie entre les différents systèmes, notamment au niveau microscopique. Et donc, on va définir ce qu'on appelle l'énergie interne et la capacité calorifique à volume constant de notre système, qui va nous indiquer comment cette énergie interne va varier en fonction de la température. Bon. Alors, au niveau de la définition, on va partir d'un gaz et puis on va pouvoir généraliser à n'importe quel système. Donc, votre gaz, c'est plein de petites particules qui sont en train de se déplacer dans tous les sens. Et au niveau de ce système, vous savez que mécaniquement, vous pouvez déterminer l'énergie mécanique en disant que c'est l'énergie cinétique plus les énergies potentielles. Alors regardons voir ces deux termes et voyons comment est-ce qu'on peut essayer de discuter un petit peu de l'origine de chacun des deux termes. Alors déjà, dans l'énergie cinétique, on a déjà vu un petit peu de manière intuitive que l'énergie cinétique, on va pouvoir la séparer en énergie cinétique du barycentre. Ça, c'est ce que vous avez naturellement fait quand vous avez fait des problèmes de mécanique et quand on prend un parachutiste, par exemple, on assimile son énergie cinétique à l'énergie cinétique en fait de son barycentre, à la vitesse que son barycentre a. Et en fait, il y a aussi une énergie cinétique qu'on nomme EC étoile ou énergie cinétique barycentrique. C'est-à-dire que à l'intérieur du référentiel qui est lié au barycentre, et qui peut se déplacer du coup par rapport au référentiel de base, vous avez une énergie qui va juste être une énergie de rotation globalement. Si vous avez votre parachutiste qui est en train de descendre, autour, lorsqu'il est en train de descendre, il peut avoir un mouvement de rotation et donc avoir une énergie cinétique supérieure, parce que les parties de son corps ont des vitesses qui vont du coup être supérieures à votre énergie cinétique de base. Donc, cette énergie cinétique barycentrique, ça, c'est ce que vous verrez l'an prochain en mécanique, c'est ce qu'on appelle le théorème de Koenig. Et ce théorème de Koenig donc, vous dit que votre énergie cinétique peut être mise sous la forme 1/2 de la masse totale fois la vitesse du barycentre au carré, plus l'énergie cinétique barycentrique. Donc ça, c'est l'énergie cinétique barycentrique. Donc c'est l'énergie cinétique qui est mesurée dans le référentiel du barycentre. Et cette énergie cinétique barycentrique, ça correspond aux rotations ou à la somme des vitesses auxquelles on soustrait la vitesse du barycentre. Donc ça va s'écrire 1/2, enfin la somme sur I des 1/2 de MI VI étoile carré, donc ça c'est la vitesse barycentrique qu'on peut aussi écrire comme la vitesse moins la vitesse du centre de gravité pris au carré. Ça veut dire qu'en fait on prend la norme de ce vecteur et on le met au carré, ou alors on fait le produit scalaire de ce vecteur avec lui-même. Bon, et donc ça nous donne une information sur l'agitation des objets autour du barycentre. Et la plupart du temps, dans les exercices qu'on va faire en thermodynamique, ce terme-là, ça... Mais bon, on va de toute façon le mettre de côté, et ça va correspondre en fait à un terme d'énergie mécanique globale. Bon, donc ça c'est pour l'énergie cinétique. Et dans l'énergie potentielle, vous avez deux origines à cette énergie potentielle. Vous avez l'énergie potentielle qui est reliée à tout ce qui est extérieur à votre système, donc l'interaction avec la Terre, l'interaction avec un ressort, l'interaction avec plein d'autres choses qui soient extérieures au système, et vos particules, entre elles, vont interagir aussi, c'est-à-dire qu'elles interagissent de manière gravitationnelle, forcément, de manière électromagnétique, et on va mettre ça dans un terme d'énergie potentielle interne, d'interaction interne, qui n'existe que quand les particules sont ensemble. Et donc on va avoir deux éléments à chaque fois pour pouvoir déterminer notre énergie mécanique.
Alors je vais remettre ces éléments ensemble. Dans premier lieu, je vais mettre ensemble le EC étoile, donc l'énergie cinétique barycentrique et les énergies potentielles internes. Hein, et puis après, je peux mettre de l'autre côté ce qui reste, c'est-à-dire le 1,5 de mVg carré plus les énergies potentielles des forces extérieures à votre système. Alors là, ce qu'on reconnaît ici, c'est du 1,5 de mv carré plus une somme d'énergie potentielle, ou l'énergie potentielle totale. Ça, c'est l'énergie mécanique macroscopique. C'est-à-dire que c'est, si vous prenez le corps dans son ensemble, il va avoir une vitesse d'ensemble et puis il va interagir globalement avec d'autres choses qui sont à l'extérieur, et c'est ce qu'on a toujours considéré en mécanique. On a mis tout le reste de côté la plupart du temps, mais en mécanique, on s'intéressait à cette partie-là. Et ça, on va le noter U. Alors, U, c'est un U majuscule, et pour bien faire une différence, pour ne pas le confondre avec un V, parce qu'en thermodynamique, il y aura beaucoup de V majuscules qui correspondront à des volumes. Donc pour ne pas faire cette différence, je vous conseille de mettre un petit empattement en haut des barres du U, comme ça prend un tout petit peu plus de temps à écrire, mais au moins vous n'avez pas un U qui va rapidement se confondre avec un V. En électricité, on pouvait aussi avoir le souci, mais comme on écrivait des U minuscules et généralement des V majuscules, ça posait moins de soucis. Là, on va avoir un U majuscule parce qu'on aura aussi un autre U minuscule par la suite, et on va manipuler des V majuscules et des V minuscules. Donc ça risque d'être problématique. Donc ce U-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne au système, c'est-à-dire c'est une énergie qui est là, qui a à la fois une origine cinétique et une origine d'énergie potentielle, mais qui n'existe que parce que le système a plusieurs éléments, et donc de l'extérieur, en fait, ça va être en règle générale cette énergie mécanique macroscopique qui nous intéresse dans les problèmes de mécanique. Et toute la thermodynamique va être l'étude de ce petit bout-là pour voir à quoi il correspond et comment est-ce qu'on peut faire varier ces différentes énergies entre elles. Voilà. Alors, en général, en thermodynamique, on va supposer que notre système, par exemple, c'est une masse de gaz dans une boîte, et donc cette boîte, elle est posée là, et donc le centre de gravité ne se déplace pas, ce qui veut dire qu'en règle générale, ce bout-là va être nul, ce bout-là va être constant, et vous aurez simplement l'énergie interne qui va avoir des variations, mais il va falloir quand même regarder les choses un petit peu en détail. Alors, au niveau de l'énergie interne, donc ça déjà on peut quand même se l'encadrer, dire que l'énergie mécanique totale, c'est l'énergie mécanique macroscopique plus l'énergie interne. Et au niveau de la définition, l'énergie interne, on a dit que c'est EC étoile plus l'énergie potentielle interne, ou les énergies potentielles internes que vous avez. Alors, dans le EC étoile, on va pouvoir classifier les énergies cinétiques en disant qu'il y a plusieurs types d'énergie cinétique. Il y a d'abord l'énergie cinétique de translation. Ça veut dire que vous prenez votre particule, elle est en train de se balader, et la translation, il y a le 1,5 de mv carré qui correspond à cette énergie cinétique de translation. Mais quand vous avez des molécules, les molécules peuvent avoir une certaine taille, et elles peuvent tourner autour de leur centre de gravité, du centre de gravité de la molécule, et donc on va aussi avoir une énergie cinétique qui est liée à cette rotation. Dernière chose, les molécules, vous savez que c'est des atomes qui sont reliés par une liaison chimique. Cette liaison chimique peut être assimilable à un petit ressort. Ça, c'est dû au fait que
toute énergie potentielle, quand on fait un développement limité suffisamment proche de la position d'équilibre, est assimilable à un oscillatoire harmonique, donc à un petit ressort. Donc si on assimile à des petits ressorts, vous allez pouvoir avoir des vibrations aussi, et donc une énergie cinétique qui est due au fait que non pas la molécule se dépasse, elle ne tourne pas non plus sur elle-même, mais elle oscille par rapport à son centre de gravité, et donc j'ai un EC étoile qu'on a appelé EC étoile de vibration. Et puis il y a le terme en énergie potentielle interne qui lui ne bouge pas. Donc votre énergie interne va pouvoir se découper en 4 possibilités, 3 possibilités qui correspondent à des énergies cinétiques et une qui, on met tout le reste, les énergies potentielles avec les forces d'interaction qu'il va y avoir dans les différents, entre les différents systèmes composants du système. Donc ça, c'est caractéristique du mouvement de translation des molécules ou des particules. Ça, c'est les rotations sur elles-mêmes de ces mêmes particules. Et ça, c'est les vibrations le long des liaisons chimiques. Donc, vibrations le long des liaisons chimiques. Bien. Alors, donc là, on a défini le concept d'énergie interne. Notre fond de commerce en thermodynamique, ça va être l'étude des gaz parfaits. L'étude d'un truc qui n'existe pas, mais qui, dans un premier temps, va nous permettre de faire des modèles de ce qui se passe en vrai pour des gaz réels. Bon, alors, on va essayer de revoir si par hasard, les hypothèses qu'on a fait pour définir un gaz parfait nous permettent d'obtenir une expression plus simple de ces histoires d'énergie interne. Donc, pour un gaz parfait, le gaz parfait, donc par hypothèse, je vous rappelle que les hypothèses du gaz parfait, j'ai des molécules ponctuelles qui n'interagissent pas entre eux et qui se baladent du coup dans votre récipient, qui sont indiscernables. Donc par hypothèse, il n'y a pas d'interaction entre les particules du gaz parfait. Alors gaz parfait, je vais très souvent l'abréger en GP. Donc par hypothèse, il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, ça m'impose que l'énergie potentielle d'interaction en interne est nulle. Elle est constante, mais on va la prendre égale à 0, et puis comme ça, on est tranquille. Donc, il n'y a pas d'interaction, donc pas d'énergie potentielle qui va être associée à cette interaction. Ce qui veut dire que l'énergie interne pour un gaz parfait va être entièrement sous forme d'énergie cinétique. Donc je rappelle, l'énergie cinétique de translation, l'énergie cinétique de rotation et l'énergie cinétique de vibration. Donc quand vous avez votre gaz parfait, déjà, vous n'avez pas d'énergie potentielle d'interaction. Quand on fera des gaz de Van der Waals, justement, les termes supplémentaires viennent de cette histoire d'interaction qu'il peut y avoir entre les molécules, les unes avec les autres. Alors, dans les gaz parfaits, on va faire une classification. On a les gaz parfaits les plus simples, c'est les gaz parfaits monoatomiques, ceux qui ne sont constitués que d'un seul atome. L'exemple type du gaz parfait monoatomique, c'est par exemple l'hélium, tout ce qui est gaz noble, l'hélium, le néon, le krypton, pour lesquels, effectivement, vous n'avez qu'un seul atome. Alors, on ne manipule pas de l'hélium tous les jours, donc tout de suite, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les diatomiques, mais ça nous permet déjà de simplifier une chose. Alors, pour les gaz parfaits monoatomiques, étant donné que vous avez une toute petite boule, la rotation de cette petite boule sur elle-même va pas c'est des distances qui sont à 10-15 mètres, donc les vitesses qu'il peut y avoir sont totalement négligeables, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rotation
Et il n'y a pas non plus de vibration, puisque il n'y a pas de liaison chimique autour de laquelle vibrer. Donc, votre particule, elle n'a pas de raison de vibrer comme ça, puisqu'elle n'interagit avec rien du tout. Et donc, il n'y aura pas de vibration. Ce qui veut dire que votre énergie interne, pour un gaz parfait monoatomique, c'est uniquement de l'énergie cinétique de translation. Ah oui, quelque chose que j'ai pas dit. À partir de maintenant, l'aspect étoile, étant donné que on va imaginer un truc qui est en place, donc qui ne bouge pas, le référentiel barycentrique se confond avec le référentiel d'étude du laboratoire, et donc on ne va pas s'embêter à mettre des étoiles partout, parce que sinon ça va faire beaucoup. Donc l'énergie interne du gaz parfait monoatomique, c'est uniquement de l'énergie cinétique de translation. Alors cette énergie cinétique de translation, je peux écrire que c'est la somme des 1/2 de MI VI carré, directement. Et cette somme, je peux très bien multiplier par n et diviser par n, donc c'est n, avec n le nombre de particules, somme de I égale 1 à n des 1/2 de MI VI carré. Pourquoi je fais apparaître ça ? Parce que ce bout-là, c'est par définition l'énergie cinétique moyenne de translation de votre système. Donc, je fais la moyenne de l'énergie cinétique de translation des particules dans le système. Et on a vu dans le dernier cours que, justement, l'énergie cinétique moyenne, par définition, c'était 3,5 kBT. C'est-à-dire que la température, la définition de la température cinétique, c'était quelque chose qui était relié à l'agitation des molécules. Et l'agitation, on avait dit, c'est relié à la vitesse que les molécules ont les unes par rapport aux autres, et notamment par rapport au centre de gravité commun de votre système. Donc, on en déduit un résultat qu'il va falloir retenir, ou savoir retrouver facilement. L'énergie interne du gaz parfait, c'est N fois 3,5 de kBT. Or, N, c'est le nombre de moles que multiplie le nombre d'Avogadro. Et je vous rappelle que le nombre d'Avogadro multiplié par Kb, c'est la constante des gaz parfaits, par définition. Donc vous voyez que si je remplace grand N par N fois le nombre d'Avogadro fois Kb par R, je me retrouve avec le U du gaz parfait monoatomique, c'est 3,5 de nRT. Donc on a une expression explicite de l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique en fonction de la température exprimée en Kelvin, bien entendu. Alors vous voyez que dans ce cas-là, on a tendance à dire que l'énergie interne ne dépend que de la température. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que justement il y a un N, donc ce qu'il faudrait dire, c'est pour un système de taille donnée, avec un nombre de moles donné fixe, on exclut par exemple les réactions chimiques là-dedans, plus exactement les chimistes, eux, regarderont comment ils peuvent adapter ça, mais pour le physicien, la règle c'est, quand j'ai un système fermé de taille fixe, alors l'énergie interne ne dépend que de la température. Pour pouvoir le dire de manière absolument sans équivoque, c'est que si on considère l'énergie interne molaire, donc pour l'énergie interne molaire, qu'on va noter U petit m, donc U du gaz parfait monoatomique virgule petit m, où le petit m veut dire molaire. L'énergie molaire, c'est-à-dire pour une mole, dans les vocabulaires de la dernière fois, on avait introduit ces quantités molaires. Donc l'énergie interne molaire, c'est l'énergie interne normale de mon système divisé par le nombre de moles du système, c'est donc 3,5 de RT. Et cette énergie-là, elle, c'est strictement
une fonction uniquement de la température. Donc, en tant que physicien, on ne donne pas un autre nom à cette fonction, mais on fait apparaître la dépendance. Ça ne dépend que de la température. Les autres trucs, c'est R, la constante des gaz parfaits, et puis 3000 qui est une constante aussi. Donc, on a une expression explicite de l'énergie interne et de sa dépendance en température. Donc ça, c'est pour un gaz parfait monoatomique. Si je prends un gaz parfait polyatomique, le polyatomique, à partir du moment où il y a plus d'atomes, les molécules peuvent tourner les unes par rapport aux autres. Vous avez aussi qu'elles peuvent vibrer selon chacune des liaisons. Si vous avez 3 atomes, il peut même y avoir des vibrations comme ça, des vibrations de flexion, qui ne sont pas des rotations, mais qui vont être des flexions. Donc vous avez plein de choses qui peuvent se passer, et vous en déduisez que, étant donné que ces trucs-là vont aussi dépendre uniquement de la température. Alors là, je ne peux pas vous le démontrer, mais on peut, on peut s'imaginer que plus il y a d'agitation, c'est-à-dire que comme la température, ça dépend juste de l'énergie cinétique de translation, si vous avez des molécules qui se rentrent dedans, on rentre là-dedans, ça va transformer une partie de l'énergie de translation en énergie de rotation, et réciproquement. Donc la température mesure uniquement la translation, il y a une partie des énergies qui sont dans les deux autres, ce qui veut dire que l'énergie interne de votre gaz parfait polyatomique, alors on va travailler en quantité molaire, c'est en fait l'énergie interne du gaz parfait monoatomique molaire, plus une certaine fonction de la température. Donc ça s'écrit les 3/2 de RT que j'ai trouvé avant, plus une certaine fonction croissante de la température. Donc ça, c'est une fonction croissante de la température. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie interne des gaz parfaits. Et puis on va énoncer la première loi de Joule. Et la première loi de Joule, elle définit un système thermodynamique, donc un système thermodynamique, sigma vérifie la première loi de Joule. Si son énergie interne molaire ne dépend que de la température. Son énergie interne molaire ne dépend que de la température. Et donc, de manière évidente, d'après ce qui précède, les gaz parfaits vérifient la première loi de Joule. En fait, Joule a énoncé ces lois en pensant aux gaz parfaits. Donc, les gaz parfaits vérifient la première loi de Joule. Donc ça, c'est simplement si jamais vous avez un énoncé qui dit tel système suit la première loi de Joule, que vous sachiez à quoi ça correspond. Il nous reste encore à introduire la notion de capacité thermique à volume constant. Alors vous allez voir que c'est une notion qui est relativement intuitive malgré le grand nom dont elle est affublée. Donc, capacité thermique à volume constant. Après, la définition mathématique, il va falloir s'en souvenir. Et là encore, c'est donné par le nom. Et
savoir l'utiliser dans les bonnes conditions. Alors la capacité thermique, c'est quoi? C'est la capacité qu'un corps a à changer son énergie en changeant sa température. C'est assez naturel de se dire que plus la température augmente, plus l'énergie qui est stockée dans un corps augmente, puisque justement cette énergie, notamment l'énergie interne, va être déterminée par l'agitation des molécules, et que l'agitation des molécules est reliée à la température de manière, par définition en fait, de la température. Donc on a cet aspect qui veut dire qu'en fait, on voudrait savoir comment varie l'énergie interne avec la température. Et le coefficient qui caractérise cette variation, ça va être la capacité thermique. Donc, de temps en temps, au passage, vous verrez passer, m'entendre dire de temps en temps capacité calorifique, c'est l'ancien nom, parce que calorifique, la chaleur, même si la chaleur, c'est un terme qu'on va essayer d'éviter comme la peste, parce que justement, il est trop connoté au niveau du langage habituel. Donc, on va essayer de se garder un maximum de langage bien rigoureux scientifiquement. Et au niveau de la définition, donc la capacité thermique, c'est l'énergie qu'on reçoit par unité de température et en restant à volume constant, et ça va s'écrire CV, alors C pour capacité, V pour volume constant, et ce CV, ça va être la dérivée partielle, a priori, de l'énergie interne par rapport à la température quand vous êtes à volume constant. Donc ça, c'est votre définition et ça vous dit comment varie l'énergie par rapport à la température en se plaçant dans un cadre où le volume reste constant. Alors, on va tout de suite voir que pour le gaz parfait, étant donné que l'énergie interne ne dépend que de la température, qu'on soit ou pas à volume constant, finalement, on obtiendra la même chose. Mais c'est important, d'un point de vue de définition, de bien savoir à quoi ça correspond. Elle s'exprime en joules par Kelvin. C'est l'énergie qu'on reçoit par unité de température quand on est dans le système international. On définit, donc ça c'est la capacité thermique, on définit aussi la capacité thermique molaire à volume constant, assez simplement la valeur par unité, par nombre de moles du système, ça c'est pour un système donné, donc ça va dépendre de la taille du système, c'est une quantité qui va être extensive, puisque l'énergie interne c'est extensif. Si vous prenez 2 fois plus de particules, il y a 2 fois plus d'énergie cinétique d'agitation, donc 2 fois plus d'énergie interne. Et la température, c'est une quantité qui est intensive, donc diviser un extensif par un intensif, ça vous redonne un extensif. Donc la capacité thermique molaire, ça permet d'obtenir une grandeur intensive, et donc on va le noter CVM, et ça va être simplement CV divisé par le nombre de moles. Et on voit que 1 sur n, étant donné que notre système, la plupart du temps, il est de taille constante, ça revient à le rentrer dans la dérivée et donc d'avoir U sur n, et donc je me retrouve avec le U molaire, donc ça me donne la dérivée partielle du U molaire par rapport au volume. Et ça, en règle générale, ce qu'on vous donne, ça va être CVM, et vous, ce qui vous intéresse, c'est CV. Connaissant le nombre de moles de votre système, ça vous permet de retrouver cette expression-là et faire le lien entre la quantité molaire qui peut être donnée pour un gaz. On a telle valeur pour la capacité thermique molaire. Si vous avez 3 moles de gaz, la capacité thermique de votre système, c'est 3 fois la capacité thermique molaire correspondante. Donc ça, c'est important de pouvoir le définir. Et puis vous avez la même chose en termes de capacité thermique molaire à volume constant. C'est quand même important de le donner, puisque un peu plus tard, on va introduire la capacité thermique molaire à pression constante, et on va voir qu'elle aura un autre rôle. Et puis vous avez la capacité thermique massique, toujours à volume constant. Donc massique, c'est par unité de masse. Et il y a une convention en thermodynamique, je vous en ai déjà parlé avec le volume massique, qui est de dire que quand on a une quantité qui est
par unité de masse, on l'écrit avec une minuscule, comparé à la quantité qui était écrite avec une majuscule ici. Et donc on va écrire un petit c et v. Alors là c'est un petit peu difficile avec le c de faire la différence avec la majuscule et la minuscule s'il n'y a pas de carreau, donc faites bien attention. Et donc c'est le grand CV divisé par la masse. Et on se retrouve donc là de nouveau, étant donné que je prends un système qui en général est un système fermé, je peux rentrer la masse à l'intérieur de la dérivée, je me retrouve avec grand U divisé par M, et donc l'énergie interne massique, et je prends la dérivée partielle par rapport à la température de l'énergie interne massique à volume constant. Et avec cette définition, vous avez que l'utilisation usuel, c'est, on vous dit, je prends 3 kg de système dont la capacité thermique massique vaut tant, et je peux déterminer la capacité thermique de mon ensemble. Donc il faut, ça découle immédiatement de la définition de ce que c'est qu'une grandeur massique, mais faut pas être bloqué parce que vous avez besoin de la capacité thermique et qu'on vous donne juste la capacité thermique massique ou juste la capacité thermique molaire. Il suffit de calculer le nombre de la masse ou le nombre de moles qui correspond à votre système. Et donc on a bien N, c'est le nombre de moles, M c'est la masse à chaque fois du système, et U c'est l'énergie interne massique, donc par unité de masse, c'est en joules par kilo interne massique. Voilà, donc ça c'est par définition, il faut bien se dire, quand on vous donne une capacité calorifique, une capacité thermique, c'est la quantité d'énergie qu'on peut recevoir par degré de température. Si on augmente d'1 degré, combien il a fallu fournir d'énergie interne à votre système pour avoir cette augmentation de 1 degré. Ça, c'est la définition, c'est valable, quel que soit le système, que vous ayez un gaz, un fluide, un solide, l'univers lui-même, donc une étoile, vous aurez ce type de choses-là. Et en général, on peut noter que la capacité calorifique et la capacité thermique, c'est quelque chose qui est positif. Ça veut dire que en augmentant la température, on augmente l'énergie de votre système, en général. Je vous donnerai des petits exemples très particuliers qui viennent de l'astro où la capacité thermique peut être négative, mais c'est ultra particulier quand même. Donc, quand on prend un gaz parfait, là, on va pouvoir dire des choses sur la capacité calorifique, en particulier de la dépendance en température. Pour un gaz parfait, on sait que l'énergie interne molaire d'un gaz parfait, c'est une fonction uniquement de la température. C'est un truc qui dépend uniquement de la température. Bon, si je regarde le CV molaire, qui est par la définition qui est encore marquée ici, le D pour le gaz parfait, le D du U gaz parfait molaire par rapport à la température à V constant, étant donné que ça ne dépend que de la température, je peux remplacer mes dérivées partielles par une dérivée droite. Donc c'est la dérivée du U gaz parfait molaire par rapport à la température. Et la dérivée d'une fonction de T, c'est une autre fonction de T. Et en l'occurrence, ça ne dépend que de la température. Donc pour un gaz parfait, vous avez que le CV pour un gaz parfait en molaire, c'est égal à CV pour un gaz parfait molaire qui ne dépend que de la température. Donc la capacité calorifique d'un gaz parfait à volume constant ne dépend que de la température. Ce n'est pas parce qu'il y a un V dans le nom qu'il faut que ça dépende du volume. Ça ne dépend que de la température. Donc ça c'est pour un gaz parfait dans l'absolu. Si on prend un gaz parfait monoatomique, là on avait une expression explicite pour l'énergie interne molaire. Donc pour le gaz parfait
monoatomique, on a que l'énergie interne molaire, c'est 3,5 de RT, puisque l'énergie interne du gaz parfait monoatomique, c'est 3,5 de nRT, en divisant par N, il nous reste 3,5 de RT. Bon, ben, si je prends le CV pour le gaz parfait monoatomique en version molaire, ça me donne la dérivée de ce U gaz parfait monoatomique en version molaire par rapport à la température. La dérivée de ça, c'est ultra facile. Ça vous donne 3,5 de R. Donc on connaît, c'est ça qui est fantastique, pour un gaz parfait, la capacité calorifique molaire, pour un gaz parfait monoatomique, c'est la même pour tous les gaz parfaits monoatomiques. Ça ne dépend pas du type de particules qu'on considère. Et ça, c'est assez fort. Et puis, vous en déduisez que le CV pour le gaz parfait monoatomique, c'est N fois la valeur molaire, donc c'est 3,5 de NR. Et le dernier, vous avez que le petit CV du gaz parfait monoatomique, c'est le grand CV du gaz parfait monoatomique divisé par la masse, donc c'est 3,5 de R multiplié par le nombre de moles divisé par la masse. Ça, comme la masse, c'est N fois la masse molaire, vous voyez que les N se simplifient, et ça se retrouve en disant que c'est 3,5 de R sur la masse molaire. Donc la quantité molaire ne dépend pas du gaz considéré, la quantité totale dépend, en fait, de la quantité totale que vous avez. Plus votre système est grand, plus il va falloir d'énergie pour augmenter sa température de 1 petit degré. Et la quantité massique, là par contre, ça dépend, donc c'est un petit c, ça dépend de la masse molaire, tout simplement parce que ça ne dépend, le CV en fait ne dépend que du nombre de particules et pas de la masse qu'elles ont. Et si vous avez une masse plus importante, pour augmenter l'énergie cinétique d'une certaine quantité, il faut plus d'énergie parce que vous avez plus d'inertie et donc vous avez une capacité calorifique qui va dépendre comme ça de la masse molaire par unité de masse qui dépend ici de la masse molaire. Voilà, donc ça c'est pour notre gaz parfait monoatomique. Et en fait, on avait dit tout à l'heure que c'était une fonction de la température. Là, on se rend compte que c'est même une constante, c'est-à-dire que pour le gaz parfait monoatomique, étant donné que l'énergie est une fonction affine de la température, la dérivée, elle reste constante. Dernier point, enfin avant-dernier point, pardon, qui est celui qui va être beaucoup plus usité, c'est le gaz parfait diatomique. Alors pourquoi c'est celui qui est le plus usité? Tout simplement parce que l'air, c'est un gaz diatomique. Plus exactement, c'est constitué de deux gaz parfaits diatomiques, le diazote principalement à 80% et le dioxygène à 20%. Puis après des petits restes d'autres petites choses. Alors qu'est-ce qu'on a avec un gaz parfait diatomique? En fait, vous avez que votre gaz parfait diatomique, vous avez un atome là, un atome là. Donc il peut se balader et ça c'est la température qui prend en compte l'énergie cinétique de translation. Mais vous avez aussi une rotation possible et puis vous avez des vibrations qui peuvent avoir lieu à cet endroit-là. Alors quand on regarde l'évolution, et ça c'est d'un point de vue expérimental, l'évolution en fonction de la température du CV molaire pour le gaz parfait diatomique, vous avez forcément le 3,5 de R, c'est-à-dire que le gaz parfait diatomique, s'il n'y a ni rotation ni vibration, il doit se comporter comme un gaz parfait monoatomique. Et donc vous devez, le 3,5 de R qu'on a trouvé tout à l'heure doit intervenir. Il y a deux autres choses qui vont intervenir, 5,5 de R et 7,5 de R. Donc je mets mes petits pointillés pour savoir où est-ce que ce truc-là va être. Et ce qu'on observe, c'est que à basse température, ça se comporte comme un gaz parfait monoatomique. Et puis quand la température augmente, à un moment, ce qu'on appelle, il y a un dégel des degrés de liberté de rotation. C'est un phénomène quantique. Et hop, tout d'un coup, vous avez votre CV qui va aller sur un deuxième parallèle, qui sera plutôt à 5,5 de R.
Et plus on augmente la température, il y a un nouveau dégel des degrés de vibration qui va se situer à cet endroit-là. Donc là, vous avez le dégel des degrés de liberté de rotation, alors que ici, vous avez le dégel des degrés de liberté de vibration. Alors, savoir lequel dégèle en premier, à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que à chaque fois, vous avez 2 degrés de liberté supplémentaires. Pourquoi 2? Parce que votre rotation, quand vous avez 2 atomes, vous pouvez faire une rotation dans ce plan-là, ou alors vous pouvez faire une rotation dans ce plan-là. La rotation sur l'axe des 2 atomes ne va quasiment vous apporter aucune énergie, parce que de nouveau, c'est sur toute la matière est sur l'axe de rotation, ou à 10-15 près sur l'axe de rotation, et ça va donc être totalement négligeable dans les énergies que ça peut emmener. Par contre, là, vous avez un angstrom d'écart, donc 10-10 mètres, et d'avoir une rotation, vous avez un moment d'inertie qui va être plus important, et donc une énergie cinétique de rotation. Et là, on se rappelle ce que je vous ai déjà dit juste dans la partie précédente. Je vous ai dit, il va y avoir 1,5 de kBT par degré de liberté. 3 degrés de liberté de translation, 3,5 de kBT. Ça, c'était pour l'énergie cinétique de translation. 2 degrés de liberté de rotation. Rotation dans ce sens-là et dans ce plan-là. Parce que la troisième rotation, suivant le troisième axe, va être négligeable. Donc, 2,5 de kBT en plus. Le 3,5 qui était là, c'était celui des 3,5 de kBT. Le Kb, il est caché dans le R, hein, tout simplement. C'est parce qu'on travaille en mol plutôt qu'en nombre de particules. Et 2,5 de kBT supplémentaires, donc ça fait, on passe de 3,5 à 5,5, et vous arrivez là. Et le dernier, c'est les degrés de liberté de vibration. Vous avez 1 degré de liberté cinétique, qui va être le déplacement que va y avoir pour la vibration, et 1 degré de liberté d'énergie potentielle, parce que vous avez un ressort, et le ressort, il y a de l'énergie qui est stockée sous forme d'énergie potentielle quand il est comprimé ou décomprimé, et donc de nouveau, on a 2 degrés supplémentaires pour arriver à cette. Ce qui est important à retenir, c'est que la température ambiante, elle est à peu près là. Et donc, vous avez votre système qui, pour l'air à température habituelle, a un CV qui vaut 5,5 de R. Donc, à température ambiante, pour le gaz diatomique caractéristique de l'air, donc à température ambiante, pour l'air, on va avoir que le CV molaire va être de 5,5 de R. Le CV va s'écrire à 5,5 de NR, c'est N fois le précédent, et le petit CV, ça va être 5,5 de R sur la masse molaire. Donc on connaît, pour un gaz parfait diatomique à température ambiante, la capacité thermique à volume constant de ce gaz parfait diatomique. Bon, et si on a un gaz parfait polyatomique, donc tri, quadri, ce que vous voulez, donc triatomique c'est le CO2 par exemple, quadriatomique ce serait le CH4, ce serait le NH3, pentaatomique ce serait le CH4, etc. Donc des gaz parfaits polyatomiques. Alors autant tous les gaz diatomiques ils ont la même tête et ils vont faire la même chose, autant les triatomiques ça va dépendre de quels sont les atomes que vous considérez et qui sont à chaque endroit. Et pareil, plus ça devient compliqué, moins vous avez d'informations ou plutôt d'équivalence dans les atomes, dans une classe de molécules avec le même nombre d'atomes. Et donc ce gaz parfait polyatomique, les seules choses qu'on puisse vraiment dire dans ces cas-là, c'est que les capacités thermiques ne dépendent que de la température, donc les capacités thermiques molaires ne dépendent aussi que
de T. Alors ça, on l'avait déjà prouvé en fait, hein, avec ça découlé du fait que l'énergie interne ne dépend que de T. Et vous avez que le CV molaire polyatomique va toujours être supérieur ou égal au CV molaire d'un gaz parfait monoatomique. Et à température égale, vraisemblablement supérieure aussi à celle du CV du diatomique, parce que polyatomique c'est au moins 2, et vous avez cette caractéristique. Donc plus vous avez d'atomes, en fait, plus vous pouvez stocker d'énergie dans des coins. Quand vous avez un système tout simple, vous lui tapez dessus, toute l'énergie va partir en énergie cinétique. Mais quand vous avez un système complexe, avec des tas d'atomes un petit peu partout, vous lui tapez dessus, ben, votre système il part en énergie cinétique, certes, mais il part aussi en vibration, et donc il stocke beaucoup d'énergie dans les vibrations, et il ne va pas tellement se déplacer comparativement au système qui était tout simple, la Big Billard que vous avez tapé en direct. Et donc, comme vous, la température, la notion de température ne fait intervenir que ces histoires de déplacement, c'est là où ça aura le plus d'importance. Donc c'est tout pour ce premier chapitre, ce chapitre T1 de thermodynamique. Dans le suivant, bah, on verra de nouvelles choses, on va continuer à introduire du vocabulaire et puis voir enfin quelques petites applications.